Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer donc pile à l'heure cette deuxième séance du séminaire METEVAL, donc méthode et approche en évaluation, donc cycle de séminaire du laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Clément Pain, qui est sociologue affilié à l'axe politique éducative du LIEP. Clément est un des piliers du LIEP et notamment un pilier de la construction de l'interdisciplinarité du laboratoire et je le remercie pour ça. Donc Clément a obtenu son doctorat en sociologie en 2015 à Paris-Nord sur la gouvernance territoriale de l'innovation, une comparaison Île-de-France-Lombardie. Et depuis, donc, il s'est impliqué dans de nombreux projets de recherche, notamment au LIEP, donc, dont le projet dont il va vous parler aujourd'hui autour de la lecture parentale, mais aussi des travaux avec Agnès Van Danten sur l'orientation vers l'enseignement supérieur. Et il a également participé à un important projet financé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sur l'évaluation des plans de simplification de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il a co-signé de nombreuses publications au LIEP et on doit signaler aussi deux publications récentes importantes, l'une dans Gouvernement et Action publique sur la gouvernance territoriale de l'innovation et l'autre co-publié dans l'année sociologique sur les plateformes APB et Parcoursup, donc autour de l'accès à l'enseignement supérieur. Donc, on est très heureux d'accueillir aujourd'hui Clément qui va vous présenter donc un travail préparé avec Carlo Barone, qui est sociologue à l'Observatoire sociologique du changement et directeur de l'axe politique éducative du LIEP. Donc, sans plus tarder, Clément, je te passe la parole pour une présentation de 35-40 minutes maximum pour laisser un petit peu de place aux questions. Je te D'accord. Par avance. Donc, normalement, tu dois pouvoir directement partager ton PowerPoint si tout va bien. Oui, alors je vais activer le partage d'écran. Est-ce que vous le voyez? Super, c'est bon. Ouais, ok, super. Bon, alors tout d'abord, un grand merci Anne pour cette proposition de présenter dans le cadre de ce nouveau séminaire METEVAL. Donc, bonjour à tous. J'ai le plaisir, comme le disait Anne, donc, de vous présenter aujourd'hui un projet qu'on a développé au LIEP depuis, disons, entre 2016 et 2018 et qui avait été conçu par Carlo Baron et puis d'autres collègues. Je vais vous le présenter plus rapidement, mais c'est non seulement une présentation de ce projet, et puis aussi une réexploitation de ce projet dans des termes plus méthodologiques, et ce qui convenait tout à fait avec le cadre de ce séminaire. Donc, quelques mots pour commencer, avec deux présentations sur ce projet que je vais appeler Language Skills. Tout au long de la présentation, ce sera plus rapide. Donc, c'est un projet qui avait pour but de concevoir, de mettre en œuvre et d'évaluer un programme visant à favoriser le développement des compétences langagières des enfants de milieux défavorisés. Donc, j'insiste bien sur le fait que c'était à la fois de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation. Et le programme qui était conçu, mis en œuvre et évalué, était plus précisément un programme qui visait à promouvoir la pratique de la lecture parentale. Alors, je vais détailler tout ça par la suite. Je voulais tout d'abord préciser donc l'équipe de ce projet qui était constituée en fait de chercheurs, de 3 chercheurs qui constituaient une équipe pluridisciplinaire, Carlo Baron et Agnès Van Zenten, donc tous deux sociologues, et puis un économiste, Denis Fougère, qui est surtout spécialisé dans les méthodes économétriques et également l'analyse, enfin l'évaluation des politiques publiques. Le projet, comme je vous le disais, a été lancé en 2016. Il a été conçu, du moins affiné dans sa conception et mis en œuvre une première fois et évalué une première fois dans l'année 2016-2017. C'est au cours de cette année que moi, je suis intervenu en tant qu'assistant de recherche. Et le projet a été ensuite
mis en œuvre une deuxième fois, donc sur une deuxième vague en 2017-2018. Et pour cette deuxième année, c'était une autre assistante de recherche qui avait été recrutée. Si vous êtes intéressé par ce projet, je vous renvoie sur la page en fait, dédiée sur le site du LIEP que vous trouvez sur cette slide. Et je peux tout de suite vous dire donc, que les résultats de ce projet ont commencé à être publiés dans le cadre d'un policy brief qui a été publié l'année dernière, donc en septembre 2019, puis un working paper qui présente de manière plus détaillée l'analyse, qui a été publié, lui, il me semble, en décembre 2019. Et ces mêmes résultats sont à nouveau présentés dans un article qui sera très prochainement publié à l'European Sociological Review. Alors, je vous présente maintenant rapidement le travail réflexif qu'on a engagé sur les aspects épistémaux et méthodologiques. C'est un travail qu'on a engagé il y a maintenant un peu plus d'un an, en fait, dans le cadre d'une section thématique de l'Association française de sciences politiques, une section qui a été lancée par Thomas Aguilera et Tom Chevalier pour aborder le thème de l'usage des méthodes mixtes. Donc, j'étais intervenu dans le cadre de cette ST. Et suite à cet ST est né un projet de numéro thématique de revue sur les méthodes mixtes. J'avais donc rédigé il y a maintenant 6 mois une première version du papier que j'ai pu présenter déjà une fois au séminaire, dans le cadre d'un séminaire au LIEP. Et aujourd'hui, je vous présente donc une version largement remaniée de cette première version d'article, en le centrant plus directement sur les aspects épistémaux et méthodaux, non seulement des méthodes mixtes, mais plus largement donc, et plus spécifiquement de l'évaluation de l'action publique. Ma présentation est en 2 temps. Je détaillerai tout d'abord la dominante épistémologique du projet, ce qui m'amènera à resituer le projet Language Skills dans la démarche d'évaluation réaliste. Et dans la deuxième partie, je ferai un focus sur la dimension plus méthodologique, à savoir l'usage des méthodes mixtes. Et mon intérêt à travers tout ça est de souligner la cohérence potentielle entre une démarche d'évaluation réaliste et l'usage d'une expérimentation randomisée dans le cadre d'un protocole mixed méthode qui cherche donc à associer les méthodes quantitatives auxquelles on réduit en général la pratique de l'expérimentation randomisée avec une pratique beaucoup plus qualitative que je vais vous détailler essentiellement dans la deuxième partie de cette présentation, mais qui est très directement liée au souci de la contextualisation des programmes et de leur évaluation, qui est là aussi pour le coup une composante de l'approche réaliste de l'évaluation. Alors, donc, le premier temps, sur l'approche réaliste de l'évaluation sur le terrain des politiques éducatives préscolaires. Alors, la première idée, c'est que dans une démarche d'évaluation réaliste, un des enjeux, c'est de réussir à combiner la rigueur scientifique avec la prise en compte des conditions réelles de l'action publique. Alors, il faut resituer ça un petit peu dans la littérature de sciences politiques et la littérature sur l'évaluation. On peut considérer qu'historiquement, l'évaluation en tant que domaine de recherche appliquée se trouve bien à la croisée des sciences sociales et de l'action publique. Tout ça prend sa source dans les travaux pionniers d'Harold Lasswell, que l'on considère aujourd'hui comme ayant adopté une lecture assez optimiste en fait, des liens potentiels entre sciences sociales et action publique. Optimiste dans la mesure où l'idée à travers ces travaux, c'était de tenter de rationaliser l'action publique et il faisait donc le pari en fait d'une possibilité de rationaliser la décision des acteurs. Et par ailleurs, dans l'ensemble de ces travaux, avec bien entendu tous les apports qu'on peut en retirer, une des limites qui a été pointée, c'était le point aveugle de la mise en œuvre et des enjeux de la mise en œuvre dans l'évaluation des politiques publiques. Suite à ces travaux, les relations entre les sciences sociales, en particulier la science politique, et le champ de l'action publique sont devenues beaucoup plus complexes, voire compliquées, avec tout un ensemble de travaux. On fait référence en général aux travaux d'Herbert Simon sur
la rationalité limitée, et aussi tous les travaux sur la mise en œuvre qui ont pointé tous les risques en fait de neutralisation ou de contournement ou de reformulation des objectifs d'un programme d'action au cours de sa mise en œuvre. Et donc, le risque d'obtenir en bout de chaîne des effets très, très différents ou très, très décevants au regard des objectifs affichés d'un programme d'action publique. Donc, on a tendance à distinguer, sur la base de ces deux grands ensembles de références théoriques, une approche plutôt optimiste des relations entre sciences sociales et action publique et une approche plus pessimiste, voire cynique de ces relations. Et toute la littérature sur l'évaluation dite réaliste des programmes d'action vise en fait moins à constituer une voie médiane entre ces deux littératures, mais plutôt à les combiner en essayant d'en retirer les apports de ces deux traditions. Alors, pour préciser sur cette approche réaliste de l'évaluation, comme je le disais, l'enjeu, c'est de combiner donc, non seulement rigueur scientifique, mais aussi la connaissance fine des contextes d'action. L'idée sous-jacente, c'est que ce qui prime dans l'évaluation, c'est moins de dire si un programme fonctionne ou non, mais de dire ce qui fonctionne dans ce programme, pour qui cela fonctionne, comment cela fonctionne et en bout de chaîne, à quelles conditions un programme, avec les objectifs qu'on lui assigne, peut fonctionner. Et, dans la littérature qui traite de l'évaluation réaliste, on tend à resituer cette approche dans le cadre d'un paradigme post-positiviste qu'on peut représenter ici dans la colonne du milieu du tableau. Je me suis largement inspiré d'un travail d'Émilie Robert et de Valérie Reed sur l'évaluation réaliste, qui présente de la sorte la démarche donc, réaliste en tant que paradigme ou application du paradigme post-positiviste. Le point le plus important, au moins en première approche, c'est que cette typologie permet de clarifier en fait la nature du réalisme dans l'évaluation dite réaliste. Le point important, c'est qu'il ne s'agit pas d'un réalisme naïf pour lequel la réalité existe et peut être appréhendée en tant que telle, mais d'un réalisme critique qui considère que la réalité, bien entendu, existe, mais qu'on ne peut l'appréhender que de manière imparfaite. Et donc, par ailleurs, si on regarde la dernière ligne de ce tableau, il est intéressant de noter la différence entre une approche positiviste et une approche post-positiviste en termes d'objectifs. L'objectif du positivisme est plutôt de vérifier des hypothèses, alors que dans le post-positivisme, il s'agit davantage de falsifier des hypothèses, autrement dit, de clarifier, comme je le disais tout à l'heure, à quelles conditions, dans le cadre de quel contexte, en fait, les théories d'un programme sont valides ou non. Et dans ce cadre, l'usage combiné des méthodes quantitatives et qualitatives est très souvent favorisé. Alors, qu'en est-il dans le projet Language Skills? Alors, tout d'abord, je veux quand même préciser que la référence à l'évaluation réaliste n'était pas explicite dans la conception initiale du projet. Pour autant, cette littérature que j'ai découverte par la suite me semble tout à fait cohérente avec la démarche qui avait été adoptée par les responsables du projet, donc Carlo Baron, Agnès Van Zenten et Denis Fougère. Quelle était leur intention initiale? C'était de en fait, construire une recherche sur la base d'un double constat. Ce double constat étant d'une part que de nombreux programmes promouvant la lecture parentale, c'est-à-dire les pratiques de lecture partagée entre parents et enfants, se développent à l'international, et que, deuxième constat, pour autant, il y a très peu, non seulement d'expérimentations randomisées qui sont réalisées sur ces programmes, et d'autant plus les quelques expérimentations randomisées qui sont réalisées ont bien du mal à attester l'efficacité des programmes qui sont pour autant largement diffusés. Donc, sur cette base est né le projet Language Skills avec la double finalité, d'une part, d'essayer d'attester, de fournir des preuves tangibles de l'efficacité de programmes promouvant la lecture parentale,
et d'autre part, sur la base d'une évaluation positive, de pouvoir influencer les politiques publiques en indiquant, en quelque sorte, des manières, des solutions pour développer des programmes de cette nature qui seront efficaces. Et non seulement qui seront efficaces, mais qui permettront d'atteindre des objectifs affichés de réduction des inégalités en termes de réussite scolaire. Car c'est ça qui justifie très largement le développement des programmes de lecture parentale, c'est de développer très précocement les compétences langagières des enfants, considérant que ces compétences langagières sont prédictives par la suite de la réussite scolaire des enfants. Et que si des inégalités apparaissent dès la prime enfance chez les enfants dans ces premières compétences langagières, cela se répercutera nécessairement à terme dans des inégalités de réussite scolaire. Alors, pour continuer, en fait, je vais poser un premier ensemble de références théoriques qui permettent bien de caractériser en fait la démarche d'évaluation réaliste. Le premier ensemble théorique, c'est l'idée, en fait, c'est le courant de l'évaluation guidée par la théorie, qui est aujourd'hui une partie intégrante en fait de la démarche d'évaluation réaliste. Qu'est-ce que c'est que cette idée d'évaluation guidée par la théorie? C'est en réalité l'idée que toute politique publique déploie une théorie sous-jacente, c'est-à-dire un ensemble de suppositions, et que la première tâche en fait, d'une évaluation, c'est de reconstituer par des compositions analytiques cette théorie et de la resituer en fait dans un enchaînement causal, de représenter l'ensemble des suppositions sous-jacentes d'un programme d'action dans un enchaînement causal. On représente généralement cette reconstitution des théories d'un programme sous la forme d'un logigramme en 4 étapes. Une première étape, c'est celle dite des réalisations, c'est-à-dire ce qui est supposé se mettre en œuvre dans le cadre d'un programme. Deuxième étape, les résultats supposés, c'est-à-dire les effets directs d'un programme, les effets effectifs sur les bénéficiaires, autrement dit, comment ils s'en saisissent. Troisième étape, les impacts intermédiaires, c'est-à-dire l'impact que la réception d'un programme a sur les bénéficiaires et enfin, en bout de chaîne, les impacts finaux, ce que génère comme effet les résultats qui ont été constatés sur l'évolution du comportement ou des attitudes des bénéficiaires. Alors, j'illustrerai cela ensuite plus précisément sur notre projet, mais je voulais faire un point avant cela sur la notion de théorie. Et pour vous donner une définition générale de ce qu'on entend par théorie dans le courant de l'évaluation guidée par les théories, c'est donc un ensemble de croyances ou de suppositions qui soutiennent les activités du programme. Elles sont, dit Carol Weiss, les hypothèses sur lesquelles les gens, consciemment ou inconsciemment, planifient leurs programmes et leurs actions. On peut par la suite affiner, c'est ce qu'avait commencé à faire Carol Weiss et ce qu'a présenté de manière très claire Agathe Debo-Spatarakis, oui c'est ça, dans un article que je cite à la fin de cette présentation. Elle montre que en réalité, donc, l'évaluation guidée par la théorie se réfère à deux types de théories sous-jacentes dans les programmes. D'une part, des théories de mise en œuvre, autrement dit, ce qui est supposé se mettre en œuvre dans le cadre d'un programme d'action, et par ailleurs, des théories de programme, autrement dit, les effets que sont censés générer les programmes une fois qu'ils ont été mis en œuvre. On précise également que les théories de mise en œuvre sont généralement des théories dites profanes ou indigènes, c'est-à-dire des théories, des suppositions qui sont faites par les acteurs clés des programmes eux-mêmes, que ce soit les acteurs de la mise en œuvre ou que ce soit les bénéficiaires d'ailleurs. Tandis que les théories de programme sont davantage des théories académiques ou scientifiques dans lesquelles les policy makers qui conçoivent les programmes d'action
ont l'habitude d'aller piocher pour formaliser un tant soit peu leurs objectifs et pour justifier l'évolution qu'ils donnent aux politiques publiques. Alors, dans le cadre du projet Language Skills, on peut représenter ces différentes étapes de cette manière. On a dans un premier temps des réalisations qui sont supposées, qui sont en fait la fourniture de livres et d'informations sur la lecture parentale aux familles. On suppose ensuite qu'une fois que ce matériel, livre et brochures contenant des informations ont été fournis, cela va avoir un effet direct sur les bénéficiaires. Cet effet direct, ça va être que les familles vont lire plus souvent ou qu'elles vont lire plus efficacement. Une fois que ces nouveaux comportements, ces nouvelles pratiques ont été adoptés, cela va générer des impacts intermédiaires qui sont que les compétences langagières des enfants, en particulier ceux des milieux défavorisés, vont progresser plus qu'elles n'auraient progressé indépendamment de ce programme d'action. Et enfin, une fois que ces compétences langagières se seront développées, les inégalités de réussite scolaire seraient atténuées. Je reviens sur la slide précédente en soulignant que dans notre démarche, comme je le présenterai par la suite, on a été amené finalement à affiner davantage ce que l'on nomme habituellement les théories de la mise en œuvre, en faisant une sous-distinction entre des théories de la mise en œuvre en tant que telles et des théories de la réception. Et je me réfère à ce titre à l'article d'Anne paru en 2018 à la Revue française de sciences politiques sur la réception de l'action publique, en disant que il vaut la peine pour comprendre, enfin évaluer un programme d'action, de s'intéresser à la manière dont les bénéficiaires reçoivent ce programme, en clarifiant les points de vue qu'ils portent sur lui. Et en précisant quelles sont les perceptions qu'ils portent et de quelle manière ces perceptions qu'ils ont sur les institutions publiques ou sur les programmes qu'on leur destine va également expliquer la manière dont ils s'en saisissent. Et c'est un aspect qui a beaucoup nourri la démarche d'évaluation dans le projet Language Skills et qui a justifié, comme je le préciserai et que je détaillerai tout à l'heure, le recrutement en fait, d'un assistant de recherche qualitativiste, en l'occurrence moi, en 2016. Alors, avant cela, pour préciser, le deuxième grand ensemble de références, le deuxième grand ensemble de références dans l'évaluation dite réaliste, c'est l'idée d'ouvrir, enfin l'idée de contextualiser les programmes d'action et pour ce faire, d'ouvrir la boîte noire de la mise en œuvre, de la réception et de leurs conséquences. L'idée, donc, c'est qu'il ne suffit pas de reconstituer une théorie sous-jacente des programmes, mais d'aller étudier les composantes réelles et non plus théoriques d'un programme. Et pour ce faire, Ray Posson, par exemple, dans ses travaux sur l'évaluation réaliste, souligne l'importance de bien distinguer un programme et les mécanismes que génère un programme. Et autrement dit, un programme, c'est ce qui est supposé, c'est l'ensemble des choses qui sont programmées, donc qui sont supposées être traduites effectivement. Mais les effets que vont générer ce programme sont à référer plus précisément aux mécanismes générés par l'interaction entre un programme et un contexte. Donc, Ray Paulson introduit l'idée d'analyser les programmes d'action au travers d'une configuration contexte, mécanisme, effet qui suppose donc non seulement de reconstituer la théorie d'un programme, mais d'étudier et d'observer les effets qu'il génère au regard des contextes dans lesquels il est appliqué. Donc, ça suppose d'enquêter empiriquement sur la mise en œuvre et la réception des programmes afin d'y repérer en fait, des demi-régularités, c'est-à-dire des mécanismes qui sont activés par la mise en œuvre et la réception d'un programme compte tenu des contextes dans lesquels ils sont mis en place. Alors, dans le cadre du projet Language Skills,
pour bien appliquer cette démarche et pour comprendre dans quelle mesure nous l'avons suivi sans véritablement en être conscient. Un des enjeux, c'est de bien faire la part des choses entre ce qui est partie prenante du programme, ce qui correspond plutôt au contexte, ce qui correspond plutôt au mécanisme dans un programme. La question se posait en particulier dans le cadre de notre intervention sur le statut de l'institution scolaire dans notre programme. L'idée du programme était de se mettre en œuvre en passant par les écoles. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait considérer les écoles comme des éléments contextuels de la mise en œuvre de ce programme, mais je souhaite souligner le fait que l'institution scolaire est bien davantage à entendre comme une partie intégrante du programme de notre intervention, compte tenu d'une part de la place très importante occupée en France par l'institution scolaire dans l'apprentissage de la lecture, et cela dès les écoles maternelles, et aussi par le fait que, bien que notre idée était d'atteindre les familles à travers l'école, les écoles elles-mêmes, depuis au moins les années 80, cherchent également à impliquer davantage les parents dans ce qu'on appelle aujourd'hui dans les discours institutionnels la communauté éducative. L'idée donc davantage présente d'associer les parents autour de l'enfant aux activités qui sont réalisées par les équipes pédagogiques. Donc, l'institution scolaire est une composante du programme, et ce qui est davantage du ressort en fait, du contexte dans le projet Language Skills sont bien les familles qui sont à considérer comme des unités contextuelles, et donc j'emploie par la suite, dans la suite de ma présentation, j'emploierai la notion de contexte familial. Et alors, l'enjeu, initialement, une fois conçu, lancé le projet par Carlo, Agnès et Denis, était d'affiner la conception du projet en réalisant une enquête qualitative préalable pour justement prendre davantage en compte les éléments contextuels, la réalité des conditions familiales des enfants que l'on souhaitait impliquer dans le projet, pour préciser et mieux mesurer en fait les enjeux dans la mise en œuvre de notre programme, et de pouvoir développer le programme qui serait le plus à même d'atteindre les objectifs qu'on lui a assignés. Ici, je vous présente le design séquentiel du projet Language Skills, donc qui s'est structuré en 4 étapes principales. Tout d'abord, la conception de l'intervention entre septembre et décembre 2016, durant laquelle j'ai réalisé donc, les entretiens qualitatifs auprès des familles et quelques entretiens également auprès des directeurs et directrices d'écoles maternelles. Une fois cette enquête réalisée et une fois constituée la population et notre terrain pour le programme, j'y reviendrai dans la deuxième partie de de la présentation, on avait fait des pré-tests auprès des enfants impliqués dans le programme. Et troisième étape du programme, nous avons ensuite mis en place le programme dans les écoles, à travers les écoles, en leur fournissant des livres et en transmettant des informations aux parents sur les bénéfices de la lecture parentale et les pratiques de lecture parentale. Donc tout ça, ça a eu lieu entre février et mai 2017. Et au terme de cette troisième étape, nous avons donc procédé au post-test en juin 2017, qui nous a permis donc de recueillir les données finales qui permettent ensuite d'évaluer l'impact de notre programme. Alors maintenant, j'en viens à la deuxième partie de la présentation, qui est bien plus méthodologique directement, et qui vise à montrer comment la pratique de l'expérimentation randomisée est compatible avec une démarche d'évaluation réaliste, dans la mesure où le type d'expérimentation auquel on s'adonne est celui d'une expérimentation de terrain qui nécessite de recourir à des méthodes mixtes.
Alors, pour commencer, là aussi, je donne quelques repères sur l'expérimentation de terrain. Alors, je regarde un petit peu là. Donc, l'expérimentation de terrain est en fait un type d'expérimentation randomisée. Comme toutes les expérimentations, elles procèdent à l'assignation aléatoire des individus pour constituer les groupes de traitement et de contrôle. Mais à la différence des expériences de laboratoire, enfin en particulier à la différence des expériences de laboratoire, une expérimentation de terrain en fait se réalise dans les conditions dites naturelles, c'est-à-dire habituelles pour les publics concernés. Dans une expérimentation de terrain, donc on a recours à des méthodes quantitatives et qualitatives. Alors, ici, la notion de méthode quantitative renvoie plutôt, enfin, spécifiquement à l'usage donc de l'expérimentation randomisée, à l'assignation aléatoire de groupes, contrôle et de traitement, et également au recours donc à mince, le nom m'échappe, à l'analyse contrefactuelle. Donc, l'idée, c'est bien d'identifier statistiquement un lien causal entre un programme et des effets observables. Dans notre projet, la composante qualitative, elle, correspond bien à l'attention qu'on a accordée au contexte de mise en œuvre du programme et aux conditions de leur réception. L'idée étant non seulement de pouvoir contextualiser donc la validité d'un programme et de la sorte de pouvoir favoriser sa dissémination auprès des institutions publiques en explicitant bien dans quelles conditions ce programme peut avoir des effets positifs. Alors, en quelques mots, je veux préciser la composante quantitative et le recours à la méthode de l'assignation aléatoire, donc de l'expérimentation randomisée dans notre projet. Donc, on a fait un tirage aléatoire d'écoles maternelles, donc 22 écoles maternelles dans les 18e, 19e arrondissements de Paris a été effectué. Et au sein même de cette école, ensuite, on a pris les élèves, enfin, on a assigné au moins 2 classes dans respectivement le groupe traitement ou le groupe contrôle. Voilà, c'est l'élément principal. Alors, je pourrais apporter des précisions, bien entendu, tout à l'heure sur le temps de discussion. Concernant la composante qualitative, il s'agissait essentiellement en fait d'être en mesure de maîtriser en fait les contreparties qui sont associées au recours à une expérimentation de terrain. Comme je le disais, l'apport, l'intérêt principal des expérimentations de terrain, c'est de se réaliser donc dans des conditions dites naturelles. Et l'apport principal de cette démarche, c'est d'ajouter à la validité statistique forte d'une expérimentation également une validité externe. Cette validité externe, pour autant, elle n'est pas acquise. Il ne suffit pas de dire on va faire une expérimentation de terrain pour qu'elle soit acquise. Ça suppose de vérifier que la mise en œuvre d'un programme qui est en grande partie délégué à des acteurs sociaux se fasse pour autant en respectant certaines instructions, ce sans quoi le protocole scientifique ne serait pas respecté et ce sans quoi les résultats à terme ne seront pas fiables. Donc, c'est ce travail qu'on a réalisé également dans le cadre de notre projet et c'était un des enjeux de l'enquête qualitative que j'ai réalisée et qu'on a utilisé ensuite avec mes collègues. Donc, nous avons cherché à affiner le programme tel qu'il avait été initialement conçu en utilisant donc les données de l'enquête qualitative que j'ai réalisée. Alors, quel usage des méthodes qualitatives, du coup, nous avons fait? Il ne s'agissait pas de nier l'apport des méthodes qualitatives pour identifier les barrières
au transfert de la science à l'action publique, comme on peut le faire quand on souligne des logiques de rationalité limitée ou qu'on pointe les risques de mauvaise mise en œuvre d'un programme. Il s'agissait aussi de considérer que les méthodes qualitatives peuvent permettre non seulement à identifier des barrières, mais aussi des leviers en fait, pour mettre en capacité les acteurs de la mise en œuvre de réaliser une intervention promouvant la lecture parentale qui soit efficace et dont on puisse constater des effets de manière scientifique. Donc, cette démarche consiste en quelque sorte à reconnaître une forme d'expertise d'usage aux acteurs et bénéficiaires d'un programme en partant du principe que réaliser des entretiens avec eux peut permettre pour le chercheur d'identifier des moyens qui permettront de rendre un programme d'action plus appropriable par eux, par ces acteurs, plus ajusté aux conditions réelles de mise en œuvre et de cette manière d'inscrire à la fois les acteurs de la mise en œuvre et les bénéficiaires dans une dynamique d'apprentissage collectif. Je souligne sur ce point que une littérature récente sur non seulement l'évaluation dite réaliste, mais l'evidence-based policy, donc l'usage des sciences dans l'action publique, souligne l'idée qu'il s'agit davantage de raisonner en termes d'information des pratiques sociales et publiques plutôt que de transfert pur et simple de la science dans l'action publique. Et cette littérature accorde du coup une place importante au concept d'apprentissage et d'apprentissage collectif qui est en capacité de générer un programme d'action. Alors, dans le cadre de notre projet, je vais essayer de faire vite, parce que je vois à nouveau le temps qui file. Le volet qualitatif, donc, correspondait à l'enquête qualitative que j'ai réalisée auprès des parents, en grande partie, mais aussi à l'enquête qualitative que j'ai réalisée tout au cours du programme et de sa mise en œuvre, en rendant des visites régulières aux écoles pour m'informer auprès des enseignantes qui mettaient en place le programme de la manière dont les choses se passaient, si elles rencontraient des difficultés, si d'après elles, il fallait ajuster un petit peu le dispositif, des choses de cette nature. Et donc, tous ces échanges ont permis d'identifier 3 types de barrières et 3 types de leviers, pour le coup, qui étaient sur lesquels il était intéressant de jouer pour favoriser une bonne mise en œuvre, application du programme. Les premiers types d'enjeux, c'était des enjeux politiques ou éthiques. C'est toutes les questions qui sont soulevées dans le cadre des entretiens par les directrices ou les enseignantes sur le principe d'égalité de traitement dans les écoles et donc le problème que pose la pratique d'une expérimentation en constituant 2 groupes, traitement-contrôle, comment faire en sorte que des écoles et des parents acceptent que des enfants soient écartés d'un programme de cette nature. Comment également assumer le risque que les enfants, les parents qui ne parlent pas très bien le français ou des enfants qui sont handicapés se retrouvent de fait exclus des bénéfices escomptés d'un tel programme. Donc, sur la base de ces remarques qui nous ont été faites, on a ajusté le dispositif. Et je pourrais apporter tout à l'heure des précisions si vous le souhaitez sur ce point. Deuxième type d'enjeu, c'était des enjeux organisationnels. Une des caractéristiques du système français est de combiner une forte centralisation administrative du pilotage des écoles et une très forte autonomie pédagogique des enseignants, si bien qu'il n'y a pas de chaîne hiérarchique entre les chefs d'établissement et les enseignants. Donc, comment prendre en compte cette composante, cette caractéristique, lorsqu'on met en œuvre un programme tel que le nôtre, qui passe dans un premier temps par une prise de contact avec les directrices et directeurs d'école, mais qui mobilise par la suite les enseignants. Troisième type d'enjeu, l'identité professionnelle des enseignants et le type de relation qu'ils ont avec les parents. À savoir, les problèmes qui étaient soulevés de ce point de vue par notre projet étaient que l'idée de promouvoir la lecture parentale inscrit l'intervention à cheval entre des objectifs d'ordre pédagogique et des objectifs plutôt d'accompagnement à la parentalité. Or, toute cette dimension d'accompagnement à la parentalité est très, très peu
valorisé et assumé par des enseignants et très souvent même refusé. Donc, il fallait également prendre en compte ces éléments. Alors, dernière partie sur l'expérimentation de notre programme. Je vous précise un petit peu à la fois le protocole d'évaluation qu'on a utilisé et puis les résultats qu'on en a retirés. Alors, le protocole d'évaluation, donc on a recouru à des tests de vocabulaire en utilisant un test très utilisé dans la littérature internationale sur les compétences langagières des enfants. Il s'agit de l'EVIP, c'est-à-dire l'échelle de vocabulaire par image Peabody, qui existe dans deux formes parallèles, A et B, ce qui est très pratique lorsqu'on fait une étude comme ça avec un pré-test et un post-test. Ça permet d'utiliser la première forme sur le pré-test, la deuxième sur le post-test. Et sur la base de ces deux séries de tests, on pouvait donc identifier, du moins on supposait qu'on pourrait identifier l'impact du dispositif. À la réalisation de ces tests, on a couplé un questionnaire aux parents pour documenter les variables des contextes familiaux. Quel est l'âge de l'enfant, combien de frères et sœurs il a, quel est le niveau de formation des parents en particulier, et puis quelles sont les habitudes de pratique de lecture des parents et quel intérêt ils y trouvent et quel est l'intérêt qu'y trouvent habituellement leurs enfants. Ces questionnaires ont été administrés également au début de l'intervention et à la fin, de sorte que c'est aussi un ensemble de données pour évaluer le dispositif à la fin. Il se trouve que ce protocole initial, on a dû l'ajuster de manière assez importante en cours de route, car on s'est assez vite rendu compte que les mots qui étaient dans les livres qui étaient utilisés dans le cadre du programme n'étaient pas du tout présents dans les mots qui étaient testés dans le test de vocabulaire. Et donc, on a produit nous-mêmes un autre test de vocabulaire, l'EVIP-C, qui reprend exactement les codes de l'EVIP A et B, mais en reprenant les mots du vocabulaire. Et alors, je précise que ensuite l'analyse statistique qu'on a réalisée permet de prouver que la dispersion des données est très similaire entre les VIP A, les VIP B et les VIP C. Et je précise également qu'on s'est fait accompagner, en fait, qu'on a bénéficié des conseils de psychologues pour concevoir cette troisième forme des VIP. Donc, vraiment, très rapidement, le programme a eu des effets relativement donc, positifs, à savoir que le programme a eu des effets positifs, premièrement, colonne 1, sur la fréquence de lecture des parents, des familles plus largement, et colonne 3 a eu des effets positifs sur le niveau de vocabulaire, en particulier sur les mots utilisés dans les livres. Les résultats sur les autres éléments ne sont pas négatifs, mais ne sont pas significatifs. En particulier, ils ne sont pas significatifs lorsqu'on s'intéresse à la population générale des publics qui ont été impliqués dans le programme. En revanche, ils sont très largement positifs lorsqu'on cible, quand on recentre l'analyse sur les publics prioritairement ciblés, en l'occurrence les enfants de familles défavorisées et dont les parents sont les moins scolarisés. Voilà, donc le protocole qu'on a suivi est très conforme à l'usage de la randomisation dans le cadre d'une expérimentation de terrain. Et avec l'approche réaliste de l'évaluation, on a suivi tout le long un souci fort de contextualisation, si bien qu'on peut parler d'une démarche qualitatif instrumentalisé, c'est-à-dire de recours à des entretiens, à des analyses de discours et de pratiques dans la finalité en fait, d'ajuster davantage un protocole qui sera évalué ensuite sur un mode statistique dans le cadre d'une randomisation. Par ailleurs, la réalisation de ce programme et de cette évaluation ont généré en fait de nouveaux besoins de connaissances sur les contextes et conduit de cette sorte à développer un qualitatif plus autonome sur les contextes qui nous ont intéressés dans le cadre de ce programme, en l'occurrence les contextes familiaux,
Et il serait très intéressant de pouvoir analyser et de réaliser des entretiens avec des familles, non seulement en amont d'un programme tel qu'on a réalisé, mais également tout au long de la réalisation de ce programme. Donc, juste cette dernière slide rapidement pour dire que la thèse principale de mon intervention était de souligner que le recours à l'expérimentation randomisée n'est pas antinomique avec la démarche d'évaluation réaliste, bien au contraire, et que plus largement, ce type d'usage des méthodes mixtes permet de nourrir une réflexion plus large sur l'evidence-based policy en considérant que l'enjeu déterminant pour une évaluation de qualité, ce n'est pas seulement le recours à l'expérimentation randomisée, mais c'est plus largement la qualité des relations entre institutions publiques et institutions scientifiques. C'est quelque chose que je n'ai pas pu bien mettre en avant oralement, mais que je souligne bien davantage dans la version écrite de mon papier, et qui est les bonnes relations dont on a pu bénéficier avec nos partenaires de l'éducation nationale, que ce soit au niveau central, académique ou au niveau des établissements, pour conduire ce programme et son évaluation. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous présente mes excuses. J'ai été un petit peu trop long, mais je suis complètement disponible maintenant pour répondre à vos éventuelles questions. Sciences Po.